Bonjour, je suis Marc Alperovitch, je suis le président d'Isograd et le but de ce webinaire est de vous présenter le fonctionnement des concours TOSA Code Contest que nous organisons pour le compte de nos clients et aussi de vous donner quelques conseils pour mieux réussir quand vous participez à ces concours. Le principe général d'un concours Isograd, c'est une série d'exercices d'algorithmie de difficultés croissantes et le vainqueur du concours est celui qui arrive à répondre à toutes les questions le plus rapidement possible. Tant qu'on n'a pas résolu une question, il n'est pas possible de passer à la question suivante. J'ai dit que c'était des exercices d'algorithmie car effectivement, les questions que nous posons dans les concours sont des questions d'algorithmie. Ce ne sont pas vraiment des questions de programmation classique, comme ce qu'on pourrait demander sur les méthodologies objets, l'organisation des classes, l'accès à des bases de données ou des choses de ce type-là. On est obligé de poser des questions d'algorithmie parce que le principe du concours, c'est que les candidats peuvent répondre dans le langage qu'ils souhaitent, le langage de programmation, et que les possibilités fournies par les différents langages en termes de méthodologie objet, en termes d'accès à des bases de données, en termes de gestion des entrées-sorties, sont vraiment très différentes. Or, il faut que les questions soient strictement identiques pour tous les candidats dans tous les langages. Par conséquent, ces questions d'algorithmie vont toujours avoir le même principe. On va vous fournir plusieurs jeux de données en entrée, sur lesquels il va falloir appliquer un traitement. Si on prend un cas tout simple, on pourrait vous donner des nombres et puis il faudrait les trier. Et donc le programme doit envoyer vers la sortie standard, le standard out, un jeu de données qui correspond au jeu de données qui a été reçu en entrée. Les questions sont de difficulté croissante. On commence par des questions relativement faciles ou très faciles. La toute première en général est vraiment là pour qu'on puisse se familiariser avec l'interface du système. Et puis on monte en difficulté progressivement en sachant que quand on arrive à la dernière question ou aux deux dernières questions, on a très souvent des questions qui nécessitent d'utiliser des concepts de programmation dynamique. Et pour ceux qui veulent réussir et aller loin dans les concours, je ne peux que vous suggérer de vous intéresser à la programmation dynamique, voire d'acheter le livre de Gilles Genevy, qui a été un de nos auteurs de questions pendant plusieurs années avant qu'il ne parte au Japon faire son post-doctorat, et qui parle de principes de programmation dynamique. Encore une fois, il est nécessaire de connaître ces principes uniquement pour la ou les deux dernières questions d'un concours donné. Alors, comme je l'ai indiqué précédemment, vous pouvez répondre au concours dans le langage que vous souhaitez. Alors, est-ce qu'il y a des langages mieux que d'autres ? En fait, il y en a un qui est moins bien que les autres et tous les autres sont à peu près identiques pour répondre au concours. Celui qui est moins bien, c'est le C. Le C tout court, je ne parle pas du C++, ne dispose vraiment pas de fonctions évoluées. Je suis désolé, je vais utiliser un terme en anglais, de parsing des données, c'est-à-dire que très souvent, on va vous donner un jeu d'entrée avec des nombres, des chaînes de caractères sur plusieurs lignes, sur plusieurs colonnes. Et il va falloir parser ces données. Très souvent, il va falloir les trier ou faire des choses de ce type-là. Et le C, si on n'y rajoute pas sa propre librairie qu'on aurait écrite soi-même, n'a que très peu de fonctions pour faire ce type de choses, alors que tous les autres langages, que ce soit Python, Java, Ruby, PHP, des méthodes qui permettent de parser très rapidement un fichier de données, et de le trier, d'en extraire des colonnes, tout ce qu'on veut. Donc, en ce sens,
Notre conseil, c'est choisissez le langage que vous voulez, mais évitez le C. Alors, on va maintenant voir comment se présente une question. Donc, je me rends sur le site d'Isograd et puis dans la gamme TOSA Code, je peux directement accéder aux solutions des concours. Alors, tout d'abord, c'est une très bonne idée de s'entraîner avant de participer à un concours. Toutes les questions ainsi que toutes les solutions de nos concours précédents sont fournies, sont disponibles sur la page qui est actuellement indiquée à l'écran, et ça vous permet, voilà, de vous familiariser avec l'interface, de vous entraîner à résoudre des problèmes d'algorithmie et de voir comment d'autres ont résolu les problèmes proposés dans les différents langages. Alors, je vais prendre une question de difficulté moyenne du dernier concours qui était la Battle Dev Région Job. Alors, comment se présente l'interface? Alors déjà, quand je me connecte, l'interface me rappelle qu'il existe une fonctionnalité d'autocompletion, contrôle espace, qui permet éventuellement dans le code d'obtenir un petit pop-up d'autocompletion comme ce qu'on rencontre sur beaucoup d'environnements de développement. Donc à gauche, j'ai le texte de la question qui m'indique ce que je dois faire et qui me décrit aussi en bas le format d'entrée, le format des fichiers que je vais recevoir en entrée et le format qui est attendu pour les données en sortie. Typiquement, là, on me dit que la sortie, c'est un entier représentant le nombre de cases cultivables de votre ferme. Ça veut dire que à la fin de votre programme, ou en tout cas quand il sera à la ligne qui génère son arrêt, il doit y avoir quelque chose, une instruction qui affiche un entier. C'est vraiment, on rajoute pas de texte avant ou après l'entier, on affiche l'entier, un point c'est tout. Ici au milieu, vous avez l'éditeur de code, avec la possibilité de soumettre son code, de rétablir le code original si par hasard j'ai détruit le code qui m'était fourni. Alors voir la solution en concours, il n'y a pas de bouton de ce type. Elle est là parce qu'on est donc sur les solutions de concours et ça me permet de voir dans le langage que j'ai choisi la solution codée par un des concurrents à ce concours. Dans le cas précis, c'est la solution que Isograd avait codée pour tester l'exercice. J'ai en haut aussi un sélecteur de langage. Là aussi, c'est une fonctionnalité qui n'est disponible que parce que je suis en mode de consultation des solutions. Dans les concours Isograd, il faut choisir le langage dans lequel vous allez programmer au moment de l'inscription. Et ensuite, une fois que le concours est commencé, ce n'est plus possible, ou en tout cas, une fois que vous avez répondu à une question, il n'est plus possible de changer de langage. Si vous êtes inscrit dans un langage donné par erreur et que quand le concours se lance, vous apercevez que c'est pas ça que vous vouliez, si vous envoyez un message au support, on effectue la modification de façon instantanée, vous vous reconnectez et vous serez dans le langage que vous souhaitez. Toujours dans l'interface, je vois ici un bouton qui me permet de télécharger des fichiers d'exemple ainsi qu'un modèle de code pour travailler localement. Alors ça, c'est quelque chose de très important. En effet, on fait tous les efforts possibles pour que notre éditeur de code et que notre environnement de développement soit performant et facile à utiliser. Malgré tout, on est au sein d'un navigateur et les IDE au sein de navigateur sont quand même moins performants que les clients riches que peuvent être NetBeans, Eclipse ou votre environnement de développement habituel. Si j'ai un conseil à donner, c'est travailler
dans votre environnement habituel. C'est plus rapide, c'est plus efficace et ça vous fera gagner du temps et donc vous serez mieux classé dans le concours. Alors, pour pouvoir travailler dans son environnement de développement habituel, il est nécessaire d'avoir des fichiers pour pouvoir tester son programme. C'est pour ça qu'on vous fournit, dans le lien que je vous ai montré, un dossier qui contient une série de fichiers d'entrée, correspondant bien sûr au format de la question, et une série de sorties correspondant au fichier d'entrée fourni. Donc, comme vous le voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fichier de sortie, il contient un entier. Donc, le fichier output 2, que je vois ici, correspond à la réponse attendue pour le fichier d'entrée input 2. Pour des histoires d'encodage Unix, et donc je vous conseille d'ouvrir le fichier avec Notepad++ plutôt qu'avec Notepad. J'ai essayé de le faire maintenant. Voilà. Dans le Notepad++, les retours chariots sont correctement interprétés. Et du coup, j'ai bien un affichage sur plusieurs lignes, alors que sur le Notepad, j'avais un affichage qui était uniquement sur une ligne. Donc, à l'aide de ces fichiers, vous allez pouvoir travailler localement, c'est-à-dire écrire du code qui va lire en entrée ces fichiers d'entrée, et vous pourrez vérifier que la sortie que votre code génère correspond bien à la sortie qui est fournie dans le fichier d'exemple. C'est une bonne pratique. Vraiment, c'est quelque chose qui vous fera gagner du temps. Ça va plus vite et je ne peux que vous conseiller de travailler ainsi. Alors, quel est le format comment on fait pour lire les données d'entrée? Alors, pour vous aider, quel que soit le langage, le code qui est fourni quand vous affichez la question est un code qui va lire correctement le fichier d'entrée. Par exemple, là je suis en PHP, ce code-là, cette boucle-là, va faire que, une fois qu'elle aura été exécutée, la variable input, qui est un tableau, contiendra l'ensemble des données qui étaient dans le fichier d'entrée avec une ligne du tableau input correspondant à une ligne du fichier d'entrée. J'aurais envie de vous dire, a priori, quel que soit le langage, vous n'avez pas vraiment de raison de modifier ce fichier de lecture de l'entrée. C'est malheureusement pas tout à fait vrai parce qu'on pourrait par exemple décider que au moment où je lis une ligne donnée, j'effectue déjà un traitement. Par exemple, si ma ligne contient différents éléments qui sont séparés par des espaces, je pourrais plutôt que d'avoir un tableau à une dimension avec une ligne dans mon fichier et une seule colonne, je pourrais directement, dans chaque ligne, exploser la ligne en plusieurs colonnes correspondant à chacune des données séparées par des espaces. Mais on pourrait aussi très bien faire cette action une fois que les données ont été chargées en parcourant le tableau. Donc ce code de lecture des données, il varie bien sûr avec le langage et il vous permet de lire proprement les données. Ensuite, dans le traitement, donc là je vais par exemple importer le code de la solution. Et le recoller dans l'éditeur. On voit là le candidat a choisi de lire les données et ensuite d'appeler une fonction avec, en lui passant en paramètre le tableau, et puis la fonction elle envoie le résultat et le résultat est simplement affiché avec un retour chariot à la fin qui n'est pas nécessaire. Si vous renvoyez un entier, le retour chariot à la fin n'est pas nécessaire, mais il ne sera pas non plus bloquant. Le code
le code fonctionne. Alors, une fois que j'ai écrit mon code, je peux, là, je vais introduire une erreur parce que si j'ai bon, il va directement comme on est en mode solution, me proposer de faire une autre question. Donc, je vais écrire un code qui envoie une réponse qui est trop grande. Voilà. Alors, j'obtiens ici, dans la zone d'affichage, un message qui me dit, pour le cas numéro 1, votre code a renvoyé 275, le résultat attendu était 274, vous n'avez pas bien déterminé le nombre de cases cultivables, et du coup, vous avez 0 à la question. Si mon code contenait une erreur, par exemple, je vais mettre une faute de parsing, et que je tente de l'exécuter, j'ai cette fois-ci l'onglet message d'erreur qui s'active par défaut et qui me dit ligne 40 là dans le cas précis c'est à la fin du code, je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai un unexpected number file parce qu'il manque une accolade fermée. Là, le troisième onglet qu'on voit dans l'interface, je vais rétablir le code, c'est un onglet qui permet d'afficher des informations de débogage. Il existe en fonction des langages, à chaque fois c'est indiqué dans l'écran d'introduction et puis dans cet onglet, une ou plusieurs fonctions permettant d'afficher ce que je veux, soit des tableaux, soit des variables simples, dans une zone séparée. Alors vous allez me dire, mais je pourrais très bien faire un écho de ce que je veux. Oui, c'est vrai. Cependant, si vous faites un écho dans votre code, ça va être interprété comme une sortie de votre code. Et par conséquent, ça va perturber l'analyse de la sortie et il y a toutes les chances que votre réponse soit considérée comme fausse. Tandis que si vous utilisez ces fonctions, comme c'est redirigé vers une sortie séparée, alors, ça ne va pas perturber l'output de votre code. Donc, je vais par exemple ici utiliser, après avoir lu mon tableau, la fonction localPrinter qui me permet d'afficher un tableau dans la zone de débugage. Donc là, j'affiche simplement mon tableau d'entrée dans la zone de débugage. Donc mon code est toujours faux, mais maintenant, dans localPrinter, j'ai l'affichage de mon tableau d'entrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour différentes raisons, on limite la taille de ce que vous pouvez afficher. Parce que parfois, ça pourrait faire des fichiers qui font plusieurs mégas de données. Donc, le local echo ou le local printer, vous pouvez avoir le sentiment qu'il manque des données à la fin. Là, dans le cas précis, par exemple, je vois que mon tableau se ferme bien par une parenthèse fermante, donc tout l'output a été fourni, mais il pourrait se produire des cas où il manque des données, c'est parce que on est obligé de limiter la taille de ce que vous pouvez afficher comme information de débugage. Mais on vous laisse quand même, j'ai pas le nom en tête, mais on vous laisse quand même de quoi vous afficher beaucoup d'informations pertinentes. Voilà pour la dernière fenêtre, pour conclure avec l'interface, c'est cette petite fenêtre qui, elle, est mise à jour en temps réel, c'est du push, et dans lequel on fournit des informations sur le concours, donc combien de temps il reste, comment se déroulent à peu près les classements, qui en est à telle question, ou on peut parfois fournir une précision concernant une question si côté support on voit qu'il y a une question qui nous est posée de façon récurrente. Donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil sur les messages. Là on est en mode de solution, donc les messages sont en rouge, mais quand en mode concours, seuls les messages récents apparaissent en rouge et puis ensuite ils deviennent en blanc, ils passent blanc quand ils sont un peu plus anciens. Quand vous voyez un nouveau message en rouge, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur ce qui est dit là.
De même, dans l'interface, j'ai ici normalement un compteur qui indique combien de temps il reste avant la fin du concours. Le principe général des concours isogrades est très souvent le même, c'est-à-dire qu'il y a un temps imparti pour terminer le concours. Ensuite, une fois que ce temps est écoulé, vous pouvez continuer à coder et à résoudre des exercices, mais les réponses justes que vous allez apporter après la fin du concours ne sont pas prises en compte. Donc typiquement sur un concours de 2 heures, si j'ai fini 4 questions au bout de 2 heures et que je réponds à la 5e au bout de 2 heures 2, ce qui va être pris en compte pour votre classement, c'est quelle est l'heure à laquelle vous avez terminé la 4e question, c'est-à-dire la dernière question que vous avez terminée avant la fin du concours. En général aussi, mais là ça dépend, une fois que vous avez que le concours que l'heure de fin du concours est arrivée, il n'est plus possible de se déconnecter et reconnecter au concours. Alors, il y a un phénomène qui se produit parfois, c'est que vous allez écrire du code, comme je suggérais tout à l'heure, dans votre éditeur. Ce code, quand vous l'exécutez sur votre machine, va réussir à résoudre les jeux d'entrée qui vous sont donnés. Et puis, quand vous le rentrez sur votre plateforme, il y a des jeux d'entrée sur lesquels il n'y arrive plus. Alors, on fait des efforts pour que les jeux d'entrée qu'on fournit dans les jeux d'exemple, c'est-à-dire je parle des jeux qui sont ici, testent un certain nombre de cas limites, notamment des cas de grande taille. Typiquement, là, si on voit sur le jeu d'entrée, la grille qui est fournie en entrée, elle peut faire jusqu'à 50 lignes. Eh bien, j'espère ne pas me tromper, mais si je vais dans le jeu qui a été fourni, j'ai certainement... Alors voilà, là j'ai un jeu qui va jusqu'à 30. Donc, on n'est pas allé jusqu'au cas maximum qui est 50, mais on essaye de fournir des données de grande taille ou correspondant à peu près à la taille maximale autorisée. Mais ce n'est pas parce qu'on fournit un fichier de grande taille et que votre algorithme sur ce fichier précis arrive à trouver la bonne solution que nécessairement sur un autre fichier qui a peut-être des particularités que votre algorithme n'avait pas vues, il va nécessairement réussir à le résoudre. Donc, encore une fois, on essaye que les fichiers représentent des cas limites ou des cas particuliers du problème. Mais parfois, il y a beaucoup de cas particuliers, il faudrait fournir beaucoup de cas d'entrée, donc il n'est pas tout à fait exclu et pas toujours surprenant que votre code puisse résoudre les cas d'entrée qui sont fournis à gauche et n'arrive pas à résoudre l'ensemble des cas qui sont générés lorsque nous testons votre réponse au moment de la validation. Alors comment nous est-ce qu'on teste votre réponse En général, on génère des cas au hasard et des cas limites, toute une série pour vérifier que votre code fonctionne. C'est d'ailleurs, quand on écrit des questions de concours, souvent la partie la plus difficile, c'est le générateur de cas. C'est trouver des cas qui correspondent aux entrées demandées, qui testent des cas limites et qui vont faire qu'on est vraiment sûr que quand on dit que votre code a bien répondu à la question, il a bien répondu à la question dans tous les cas possibles et imaginables. C'est vraiment la grande difficulté pour nos équipes qui créent nos questions, c'est le générateur de cas de test. Le nombre de cas générés dépend du type de la question. Typiquement,
si on a une question où il faut répondre vrai ou faux, ben on va générer dans ce cas-là plusieurs dizaines de cas parce que pour que finalement la probabilité que vous ayez juste en répondant au hasard, vous faites un algorithme qui répond vrai faux au pif, ben c'est 1 sur 2 puissance n. Donc il faut que le 1 sur 2 puissance n soit suffisamment grand pour que la probabilité que ça marche avec un algorithme qui ne traite pas du tout du problème mais répond juste vrai ou faux passe soit quand même très 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 faible. Voilà. Et puis, quand c'est des questions plus difficiles, avec des gros jeux d'entrée, dans ce cas-là, en général, le nombre de cas qu'on en fournit est plus faible. Il est parce que sinon il y aurait des problèmes de temps d'exécution. Et par contre, on fournit dans ce cas-là quelques fichiers avec un très très grand nombre de données. Ça nous amène à la question de la complexité des algorithmes, le brute force, et qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Quand on lit l'énoncé, on essaye de vous donner des informations pour vous indiquer si le brutal force est une option ou s'il ne l'est pas. C'est en général quelque chose qui est indiqué dans l'énoncé. Alors, le cas le plus classique, ce sont les dernières questions d'un concours. Où là, on va carrément mettre dans l'énoncé la complexité attendue pour l'algorithme. Là, typiquement, c'est quadratique. Alors, comment on fait pour vérifier la complexité? C'est un exercice assez difficile pour nous. Le principe, c'est de faire des jeux de données tellement gros. Alors, il faut bien se rappeler que les candidats répondent dans plusieurs langages. Donc nous, pour contrôler la complexité, on mesure le temps d'exécution. Et on va faire des jeux de données suffisamment gros pour que si l'algorithme n'a pas la complexité voulue, eh bien la divergence en termes de temps d'exécution qui va être générée par le très gros jeu d'entrée qu'on fournit fait que l'algorithme ne va pas réussir à répondre dans le temps donné. Ça peut sembler un peu artisanal, mais sur des questions complexes avec des très gros jeux de données, si votre algorithme, si on attend quelque chose de linéaire et que vous faites quelque chose de pas linéaire, ça va se voir tout de suite et ça va pas passer. Donc, souvent dans l'énoncé, quand il y a vraiment une contrainte forte sur la complexité attendue, ce qui est le cas dans les dernières réponses, on va donner une indication de la complexité attendue. Si votre algorithme met trop de temps à s'exécuter, la zone de sortie ici va donner un message du type maximum execution time has been reached. Et ça veut dire que vous avez atteint le temps limite qu'on a fixé pour exécuter la question. Par contre, sur des questions plus faciles, on peut attendre de vous de faire du brutal force. On va pas forcément le dire ouvertement parce que ce serait une indication qui serait trop forte, mais il peut y avoir des indices dans l'énoncé, notamment quand on regarde la taille des jeux de données. Là, on a été très gentil dans ce cas-là. On a carrément dit que la brute force marchait et on a des jeux de données où le nombre de lignes dans les entrées est très très faible. On va pas nécessairement le dire aussi clairement que cette indication où on parle d'énumération exhaustive, mais souvent un indice laissant penser que la brute force est autorisée, c'est de regarder la taille des fichiers d'entrée. Quand on a des petits nombres comme ça et que vous vous dites mais pourquoi ils font des fichiers d'entrée aussi petits alors que ça coûterait rien d'en faire un très gros, bah, c'est probablement parce que la solution acceptable pour nous, pour cette difficulté de question, c'est de faire une énumération exhaustive et donc elle est autorisée. Donc le bon indice pour savoir si je peux faire de la force brute, c'est
Est-ce qu'il y a une indication qui donne une complexité maximale? Si oui, je vous le dis, à mon avis, c'est même pas la peine d'essayer. 2, est-ce qu'il y a une indication qui me dit que je peux faire de la force brute? Bon, là, c'était un cas un peu extrême, ça peut arriver. Ou 3, quelle est la taille de mes jeux de données? Et s'ils sont très, très petits, combien va y avoir de cas à traiter avec un algorithme force brute? Donc, c'est une question à se poser avant de répondre à une question. Je vous en montre une qui nous avait un peu attristé. Le détecteur de pipotrons. Voilà, bon, vous pouvez regarder ce que c'est qu'un pipotron. C'est un générateur de phrases aléatoires et le but de cet exercice était de déterminer si une phrase donnée avait été générée par le générateur aléatoire. Et en fait, on indiquait une difficulté. On attendait une solution brutale force, c'est-à-dire de générer finalement tous les textes aléatoires que pouvait faire le générateur de pipotron et de regarder si le texte qui était fourni correspondait à un des textes qui était générable. Et donc l'entier et l'entier n, c'était 3 à 5. Donc vraiment, il y avait une indication très forte indiquant que il y avait un très très petit nombre d'entrées et qu'il suffisait de faire toutes les compositions possibles pour voir si ça pouvait marcher. Et on avait indiqué aussi, il n'y a pas de contrainte de complexité sur l'algorithme. Voilà pour les indications concernant la Bruxelles Force. Et effectivement, sur ce cas-là, il y avait peu de candidats qui avaient réalisé malheureusement que le Bruxelles Force était une option. Alors, on va peut-être maintenant passer aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que on assure un support par mail pendant tout le concours, qui s'appelle l'adresse mail, c'est codecontest@isograd.com. C'est vraiment la façon la plus simple de communiquer avec nous. Nous, à chaque concours, on est entre 3 et 7 personnes à répondre sur cette adresse mail. Du coup, on a des temps de réponse qui sont de quelques minutes au maximum. Donc, quand il y a vraiment quelque chose qui va pas, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. La réponse, on sait que c'est un concours, on sait que vous voulez des réponses rapidement, donc on est là pour répondre rapidement sur l'adresse codecontest@isograd.com. On va pas vous donner la réponse à la question du concours, c'est pas le but. Mais si vous estimez que votre code marche pas et qu'il devrait marcher, eh bien nous on va le regarder et on va vous dire bah non, voilà, nous on confirme que ça marche pas, on en est sûr et on voit pourquoi. Alors quelque chose qui arrive assez souvent, il faut faire attention, ce sont les formats de sortie. Parfois, on va vous demander du code, une sortie qui inclut plusieurs nombres ou plusieurs chaînes de caractères séparées par des espaces. Et puis, par erreur, vous avez mis des tables ou des retours chariots. Donc, une erreur classique ou un problème classique, c'est que quand dans la zone d'affichage, le système vous rappelle la sortie de votre code et vous voyez, je sais pas, 3, 5, 7 et puis il écrit en dessous résultat attendu 3, 5, 7 et après il dit votre réponse est fausse. Vous dites bah non, attendez, je vois 3, 5, 7, 3, 5, 7, pourquoi est-ce que ma réponse est fausse? Là, 9 fois sur 10 dans ce cas-là, c'est parce que le 3, 5, 7, vous l'avez séparé par des espaces quand il fallait le séparer par des retours chariots, ou vous l'avez séparé par des tabulations quand il fallait le séparer par des espaces. Donc, c'est très souvent un problème de white characters, comme disent les Anglais, qui fait que votre sortie est mal interprétée par le système. Voilà pour vraiment l'exemple classique de le système affiche une sortie qui correspond à la bonne réponse et pourtant il me dit qu'elle est fausse. C'est vraiment en général un problème de caractère invisible ou de caractère blanc. Après, si ça tourne vraiment mal, vous perdez votre connexion, le système ne répond plus, etc., il faut savoir qu'à tout moment, vous pouvez fermer votre navigateur, revenir sur la page de connexion du concours, re-rentrer vos identifiants et vous allez vous retrouver à la dernière question à laquelle vous n'avez pas répondu.
Et en général, vous aurez même dans l'éditeur de code le code de la dernière soumission que vous avez faite. Donc, quand vraiment, si vous perdez votre connexion Internet, si votre navigateur plante ou je sais pas quoi, pas de drame, on ferme le navigateur, on revient. Alors, c'est très important, il faut repasser par la page de connexion au concours, celle où vous entrez votre identifiant et votre password. Si vous tapez directement l'URL que vous aviez ici, si vous la rentrez dans votre navigateur, ça va pas marcher, vous avez perdu la session et le concours va pas comprendre ce qui se passe. Donc, il faut vraiment repasser par la page d'identifiant et là, vous pourrez reprendre le concours là où vous en étiez. Quels sont les autres problèmes que l'on peut rencontrer? Des problèmes de compréhension d'énoncés. N'hésitez pas à nous contacter sur le support, on vous répondra. Là, on donne toutes les précisions que vous souhaitez. Des problèmes sur le format des jeux de données, vraiment toutes ces questions-là, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail codecontest@isograde.com, mais cette adresse mail vous est toujours rappelée dans les messages d'invitation à participer au concours. Voilà pour les principaux points que je voulais évoquer durant ce webinaire. Donc, si on voulait résumer ce qui s'est dit ici, la première chose, c'est entraînez-vous. Il y a donc cette page accessible sur le site d'Isograde qui vous fournit les solutions des concours. On peut aussi y accéder par l'offre Josacode en cliquant ici aussi. Donc, entraînez-vous, regardez quelques questions pour vous familiariser avec l'interface, avec la méthode de soumission des questions, avec les outils de débogage qu'on vous fournit, les fonctions qui affichent dans cette zone de débogage. Donc, vraiment, entraînez-vous un petit peu avant de passer le concours. Si vous voulez gagner, mettez-vous à la programmation dynamique parce que ce sera nécessaire pratiquement à chaque fois pour les questions les plus difficiles. N'hésitez pas à travailler localement sur votre ordinateur, dans votre éditeur de code préféré et votre environnement de code préféré à l'aide des fichiers de données qui vous sont fournis dans l'énoncé en bas. Donc, qui sont accessibles ici à la fin de l'énoncé de chaque question. N'hésitez pas à vous servir des fonctions de débogage propres au langage qui vous permettent d'afficher dans une zone séparée ce que vous voulez, le contenu que vous voulez, en vous rappelant que ce contenu est de taille limitée et donc qui peut arriver qu'il soit tronqué s'il est trop long. N'hésitez pas, si ça tourne vraiment très mal pour une raison X ou Y, à fermer votre navigateur et à vous reconnecter. Vous allez repartir à la dernière question à laquelle vous n'avez pas répondu et toutes celles auxquelles vous avez répondu directement, vos résultats est enregistré et il ne sera pas perdu. Et si vous n'y arrivez pas, si vous rencontrez un problème particulier, n'hésitez pas à contacter le support sur sur codecontest@isograde.com et vraiment il y a une équipe toujours très disponible qui vous répondra rapidement. Voilà, je ne peux que vous souhaiter bonne chance pour le prochain concours auquel vous participerez. Merci de votre attention.